Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème, un sujet qui est assez commun dans les accompagnements que je propose et puis bien évidemment, on en parle beaucoup dans ma formation, ce sont les idéaux exigeants. Alors peut-être que ce terme, il est familier puisque, vous m'avez déjà entendu en parler. Peut-être que vous avez aussi, déjà eu le plaisir d'écouter l'épisode, sur les pensées que j'ai déjà publié, alors tout au début de l'aventure de ce podcast. Je crois que je l'avais appelé, «Ces pensées qui nous font manger», quelque chose comme ça. Donc je vous laisse aller regarder, ça doit être l'épisode, 2 ou 3, je sais plus exactement. Et en fait, ces idéaux exigeants, eh bien, sont, surreprésentés, lorsqu'on souffre de notre relation à l'alimentation et c'est finalement une pression énorme, inconsciente qu'on se met, vis-à-vis de nous-mêmes et qui finalement nous éloigne, aussi, de notre, essence. C'est, comme je le disais, une pression, intérieure, qui est, permanente. Ce sont ces, «il faut, je dois» qui reviennent, tout le temps, qui peuvent être, surreprésentés dans toute notre, façon, de vivre, et ça peut être aussi, vraiment, surreprésenté juste dans certains pôles de notre vie. Alors, je pense parfois, c'est, dans notre relation, au ménage, à la propreté, au travail, au corps, dans notre relation, au corps, vis-à-vis de notre apparence, de notre façon de nous alimenter et vraiment, c'est un accélérateur, d'alimentation émotionnelle ou en tout cas de stratégie d'adaptation, qui nous pousse à nous tourner vers l'alimentation puisqu'il y a un moment donné, toute la pression qu'on se met, nous met dans un état de cocotte minute interne qui est tellement fort qu'on a besoin, de d'aller chercher quelque chose de sédatif pour rebaisser, vraiment, la pression. Et ces fameux idéaux exigeants, eh bien, en fait, ils nous amènent à penser, à croire qu'il faudrait constamment faire mieux, être mieux, mieux gérer, mieux contrôler, mieux performer, mieux manger, je le disais tout à l'heure, mieux penser, mieux réussir sa vie, être encore plus heureux. Voilà, la liste pourrait être hyper longue. Là, c'est vraiment, juste des bribes, d'idées qui me venaient quand j'ai, réalisé le script de cet épisode. Et bien souvent, les personnes concernées, dont je fais partie, hein, bien évidemment, eh bien, ne se rendent même plus compte, à quel point, cette pression, peut être, devenue, normale. Parce que finalement, bah, on a toujours fonctionné comme ça ou on fonctionne comme ça, depuis des années et que cette façon, de fonctionner, eh bien, elle nous permet d'être, dans l'anticipation, dans le contrôle, ou je devrais rectifier, dans l'illusion du contrôle parce que en ayant des idéaux exigeants, en ayant beaucoup d'anticipation, on croit que, et ben, on finalement, on construit un rempart, contre l'incertitude, et que, on peut tout maîtriser, tout contrôler, mais c'est une chimère. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout anticiper et c'est finalement d'ailleurs très commun avec, les troubles, anxieux et finalement on est, toujours, dans l'effort, dans le toujours plus avec ces idéaux exigeants en train d'essayer d'être, à la hauteur et à force de fonctionner de cette façon-là et bien, ça finit par avoir un impact, qui est, immense sur notre système nerveux. En m'écoutant, peut-être que, juste tous les exemples que je viens de donner, ben, vous ont tendu. Moi, ça m'a tendu, je sais pas si vous entendez le rythme de ma voix, mais j'ai plus de mal à respirer. Juste le fait d'avoir, exprimé tout ça, bah, en fait, on peut avoir un impact sur le système nerveux qui est fort. On a du mal à respirer, on se sent peut-être, tendu à l'intérieur, voilà, il y a vraiment un impact physiologique, émotionnel, qui peut être fort. Ça peut avoir un impact aussi sur, le rapport à soi, la confiance à soi puisque, bah, finalement la confiance en soi pardon, parce que, bah, finalement, on n'est jamais assez bien, il faut faire toujours plus. Ça peut avoir un impact aussi sur notre rapport au corps qui n'est jamais assez bien, qui n'est, jamais à la hauteur
coûteurs, encore une fois. Et là, je peux relier mes propos à, tout ce qu'on a déjà tout ce dont on a déjà abordé, dans ce podcast sur, la relation, au corps. Et bien évidemment, tout ça a un impact sur notre façon de nous alimenter, puisqu'il y a un moment donné, comme je le disais, justement tout à l'heure avec, cette analogie de la cocotte minute, eh bien, comme on n'en peut plus, on a besoin de quelque chose pour nous faire redescendre. Et l'alimentation à ce moment-là, eh bien, devient, soutenante, même si derrière la prise alimentaire peut nous faire souffrir. Parce qu'à un moment donné, en fait, c'est pas humain. La tension intérieure qu'on ressent, elle est tellement forte que, notre système nerveux, notre cerveau a absolument besoin d'une soupape. Et cette soupape, eh bien, ça peut en tout cas être, la nourriture, parce qu'à ce moment-là, c'est trop coûteux intérieurement de rester sous cette, pression, comme on est vraiment à ce moment-là comme dans un étau. Alors, ces idéaux exigeants, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, eh bien, voilà, ça mérite d'avoir des explications. Vous l'avez peut-être compris en filigrane, ce sont des standards internes qui sont extrêmement élevés, qu'on va s'imposer à nous-mêmes de façon, consciente ou inconsciente. Bien souvent, c'est inconsciente puisque ce sont, des héritages. Ça fait partie de la construction de notre personnalité, de notre héritage, de vie finalement en tant qu'individu, en tant qu'être, humain. Et ces règles, eh bien, elles vont être plus ou moins, conscientes. On va avoir des règles, intérioriser des règles, sur, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait ressentir, ce qu'on devrait, montrer. Par exemple, alors c'est des adages, vous allez voir, qui sont assez vastes, mais je dois être forte, je dois tout gérer, je dois pas déranger, je dois pas demander l'aide, je dois être performante. Alors là, j'ai décliné, au féminin, puisque je l'ai écrit en pensant au féminin, mais bien évidemment, ça se décline, voilà, c'est pas une question de genre, hein, ça se décline, au masculin également. Je dois tout contrôler, je dois pas échouer, je dois toujours faire plus, tout doit être, parfait, je dois donner le meilleur de moi-même, je dois pas m'arrêter, tout le monde compte sur moi. Enfin voilà, il peut y avoir, plein de choses, hein, derrière. Et ces idéaux qui sont très exigeants, concernent pas uniquement le travail, la réussite, l'image, sociale. En fait, ça peut être tentaculaire, ça peut envahir plein d'espaces de nos vies. Je le disais tout à l'heure, ça peut se placer sur le corps, sur l'alimentation, sur, la parentalité, sur nos relations interpersonnelles, sur la façon dont on a, d'appréhender, de vivre nos émotions. Ça peut être sur la santé, sur, des notions de productivité, de rentabilité, et parfois même, sur notre manière, de guérir notre rapport à l'alimentation. Et certaines personnes, hein, qui vivent, tout ça, eh bien, vivent comme si elles étaient constamment, évaluées. Il y a vraiment comme une épée Damoclès, au-dessus de la tête, qui génère une pression qui est, constante. Une pression pour être évaluée, et évaluée pas nécessairement à travers le regard des autres, surtout à travers leur propre regard, qui a pu bien évidemment être façonné par le regard des autres, par ce qu'elles ont appris. C'est finalement comme s'il y avait un juge intérieur qui était présent en permanence, hein. Comme s'il y avait un juge, qui mettait la pression, qui observait, qui analysait, qui comparait. C'est cette petite voix interne aussi qui est hyper délétère, hyper jugeante, qui peut entraîner, des idées l'apparition d'idéaux, exigeants. C'est un juge qui va corriger et qui va rappeler constamment que finalement ce n'est pas assez. Donc vous voyez que ces idéaux exigeants d'ailleurs ne fonctionnent pas tout seuls, hein. C'est un écosystème de pensée qui peut être, complexe, et qui peut aller avec un système de valorisation, de soi. Je coupe très brièvement votre écoute pour vous proposer de télécharger une fiche que j'ai pas encore mise à disposition, qui s'appelle Auto-analyse des pensées automatiques. C'est une fiche qui permet de faire de la restructuration cognitive et qui est hyper aidante pour les idéaux exigeants. C'est un modèle auquel, je fais référence à la fin de cet épisode. Et pour télécharger cette fiche, eh bien, rien de plus simple, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite de passer une bonne écoute. Alors, ces idéaux
exigeants, comme je le disais, bah, ils se construisent. On ne naît pas avec, ces idéaux exigeants, en tant que bébé, en tant que petit enfant et ces fonctionnements ne sortent pas de nulle part. Ils se construisent progressivement et il s'agit pas, là, ici, de trouver des coupables parmi, les personnes, qui nous ont élevés, qui ont été nos figures, d'attachement, nos figures, parentales. C'est des idéaux qui se construisent progressivement à travers, bah, je le disais, notre histoire, familiale, l'environnement dans lequel, on grandit, les expériences relationnelles qu'on va faire tout au long de notre, enfance, notre petite enfance, notre, adolescence, notre vie d'adulte. Ça peut être aussi, le fruit de blessures, de traumatismes, quels qu'ils soient, hein. On parle aujourd'hui de plus en plus de traumatismes et à juste titre, hein, nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, traumatisés et parfois on reste, bloqué dans le figement, corporel que ces traumatismes, vont induire et tout ça, peut nous amener à construire des idéaux exigeants pour pallier à l'incertitude, à l'adversité, de la vie. Ça peut être aussi, le fruit d'attentes, implicites, ça peut être des messages, qu'on a, compris, qu'on a captés de, la société. Ça peut être, des expériences qu'on a vécues, dans l'environnement scolaire dans lequel on a évolué. Ça peut être le fruit des comparaisons, des remarques, des normes, culturelles qui sont, véhiculées et qui sont, assez uniformes. Et certaines personnes ont également grandi dans des environnements où, ben, il fallait être, raisonnable, fallait être fort, fallait être discret, performante, il fallait savoir, s'adapter, il fallait être, irréprochable et tout ça, bah, bien évidemment, va façonner notre perception de la réalité et la création ou non de ces fameux idéaux exigeants. Et puis parfois, ben, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a appris, l'amour, la reconnaissance, la sécurité, eh bien, semblait davantage accessible, quand on réussissait, quand, on se mettait en mouvement, quand on ne débordait pas, quand on répondait aux attentes, quand on faisait pas de vagues et finalement tout ça va être, intériorisé comme étant, des normes qu'on va, s'appliquer en tant qu'adulte avec, progressivement l'adhésion à certaines croyances qui deviennent profondes. Ça peut être, «Je suis aimable que si, je fais ça ou ça bien», «Je dois mériter, absolument, ma place», «Je dois être parfaite», avec, ce qu'on imagine d'être parfait pour être, acceptée. «Je dois contrôler pour être, en sécurité», «Je dois maîtriser», «Je dois anticiper». Et c'est vraiment, d'ailleurs, tout ce qu'on aborde, tout ce qu'on voit, dans ma formation à travers, notamment les enseignements sur, les héritages, familiaux, culturels, sociétaux, qu'on va avoir. Parce que, je le disais tout à l'heure, hein, on hérite de nos croyances, on hérite des peurs, des modèles relationnels, des rapports au corps et parfois même, d'une manière d'appréhender, le monde qui appartiennent aux personnes qui nous entourent, qui nous élèvent, avec qui, on relationne tout au long de notre vie. Et ces fameux idéaux exigeants, eh bien en fait, ça peut devenir ce qu'on appelle des distorsions cognitives. C'est le cerveau qui va déformer, la réalité. C'est vraiment une façon, biaisée, erronée, d'interpréter, la réalité. D'ailleurs, parfois, on parle de, croyances, erronées. Il y a plusieurs, types de vocabulaire qui existent, pour évoquer ces fameuses distorsions cognitives dont font partie, les idéaux exigeants. C'est, pas forcément nos yeux qui voient, mais c'est notre cerveau qui interprète une situation. Je vais faire une analogie sur, le thème, du ménage parce que le ménage, moi, c'est quelque chose que je retrouve, beaucoup, chez les hommes comme chez les femmes. Quand on parle, alimentation émotionnelle, il y a souvent des idéaux exigeants qui se placent à ce niveau-là. Alors je dis souvent, voilà, bien évidemment, ce n'est que ma pratique, clinique et je peux avoir, des biais de confirmation. Mais en tout cas, l'analogie, va peut-être vous parler. 2 personnes qui vivent, au sein du même toit.
peuvent avoir des façons, différentes de percevoir, la réalité. Une personne, peut avoir ressentir une pression, incroyable parce que, il faudrait que la maison soit, ou la pièce de vie soit extrêmement bien rangée, soit propre et tant que c'est pas le cas, il y a des pensées automatiques qui reviennent, il y a une pression constante, il y a des émotions qui sont désagréables, qui souvent, s'apparentent, au stress qui vont habiter cette personne. Quand l'autre personne ben, on va pas forcément même percevoir que l'environnement, n'est pas propre, n'est pas rangé ou se dirait que, bah, c'est pas hyper propre, c'est pas rangé et qu'en fait on le fera, quand on aura le temps et quand on aura l'espace pour. Alors que, la personne on va dire qu'il y a une personne 1, une personne 2, alors que pour la personne 1, ça va vraiment être presque une question, une priorité maximum, une question de vie ou de mort et elle va se mettre une pression énorme. Il faut absolument que la maison soit bien rangé si jamais, quelqu'un, arrive, ou tout simplement pour nous, pour qu'on puisse vivre, dans cette pièce. Donc vraiment, on peut voir à travers cet exemple, en tout cas j'espère que vous le percevez, que une personne peut vivre la réalité de façon, complètement différente et à travers le filtre des idéaux exigeants, eh bien on se génère énormément, de pression qui s'ajoute à une charge mentale qui me paraît être, impressionnante, pour dans nos modes de vie, occidentalisés. Et quand une personne vit, eh bien, avec ce filtre des idéaux exigeants, le cerveau finit souvent par lire le monde à travers des filtres qui sont super rigides, qui sont extrêmement rigides. Peuvent arriver un peu le tout ou rien, le perfectionnisme, la surgénéralisation, le catastrophisme, le filtre négatif. Ça peut être aussi de l'autodévalorisation. Je ne sais pas si vous me suivez dans tous ces propos dont j'ai dû déjà parler dans des épisodes de ce podcast. Mais voilà, voilà, il faut absolument que ce soit, super bien rangé. On peut pas faire un ménage qui soit, approximatif. Il faut que ce soit, parfait et de toute façon, c'est, toujours comme ça et si c'est pas hyper bien rangé et que quelqu'un entre dans la maison, ben, ça va être, vraiment, la ca on peut imaginer, des pensées catastrophistes. Ça va être, absolument, la cata. La personne va penser ci, ça de nous. Donc là, en plus, c'est du on prête, des idées à une personne. C'est vraiment la lecture de pensées magiques. Voilà, je vais m'arrêter là, mais voilà, il peut en découler aussi, plein d'autres mécanismes, plein d'autres pensées automatiques qui vont auto-alimenter ces idéaux exigeants. C'est, vraiment une petite erreur, devient, «Je suis nul». Donc ça, c'est vraiment la surgénéralisation. Une compulsion alimentaire, peut devenir, j'y arriverai, jamais. Un repas, qui devient, qui est peut-être, plus que ce qu'on aurait imaginé devient: «J'ai tout gâché». Voilà, ça c'est vraiment ce qui peut aussi advenir, des idéaux exigeants. C'est un peu l'effet domino. L'effet domino d'ailleurs pourrait se voir aussi, dans l'autre sens et progressivement, bah, en fait, on voit plus la réalité, telle qu'elle est, on la voit à travers, d'autres filtres, du contrôle, de la culpabilité, de l'exigence, hein, puisque dans le mot, idéo-exigeant, bien évidemment, on voit l'exigence de «il faut», «je dois», qui met une pression, qui est vraiment, très, très, très importante et notre cerveau retouche en permanence notre, perception du réel, puisque, à un moment donné, dans notre construction, il y a danger à ne pas, suivre ces idéaux, exigeants. Et quand ce dialogue intérieur, eh bien, devient extrêmement présent, en fait, ça épuise le système nerveux et peut-être qu'en m'écoutant, vous auto-analysez, vous vous percevez dans votre façon de fonctionner ou dans la façon de fonctionner de certaines personnes qui vous entourent, que vous recevez si vous êtes, praticien, et c'est extrêmement fatigant, encore une fois à vivre et c'est extrêmement épuisant pour le système, nerveux et il me semble qu'on sous-estime, vraiment beaucoup ce point, parce que, quand on fonctionne de la façon dont, je viens de détailler, eh bien, on consomme beaucoup, d'énergie et notre corps, eh bien, il est en forme d'état, d'alerte permanent, hein. Ça peut être de la tension, ça peut être énormément de fatigue, parce qu'on va jamais s'arrêter, parce que, on est tout le temps, en
hypervigilance, parce qu'on va rogner sur, notre sommeil, ça va, entamer notre, qualité de sommeil, ça va générer une surcharge mentale, une agitation intérieure qui est permanente, des difficultés à relâcher, une hyperactivité aussi qui est pas forcément physique, hein, qui peut être, mentale, et tout ça, ça épuise. Donc à un moment donné, notre système nerveux, bien, va chercher des moyens de régulation, et c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de faiblesse, en fait, c'est une question de survie, et manger, à ce moment-là, devient une stratégie d'adaptation qui est super intelligente. Même si c'est hyper difficile à entendre quand on souffre de son rapport à l'alimentation, puisque, bah, après la prise alimentaire, il peut y avoir énormément de souffrance, de culpabilité, de honte, voilà, on connaît tous les mécanismes qui surviennent après une prise alimentaire lorsqu'elle n'est pas soutenante. Mais sur le moment, en fait, elle est soutenante. Elle est soutenante pour notre système nerveux, même si derrière elle nous fait souffrir, et parce qu'à un moment donné, comme je le disais, la tension, en fait, elle devient trop forte, et le fait de manger, bah, en fait, va nous permettre d'avoir un effet sédatif. Ça nous permet de redescendre, peut-être de couper le flot mental, de ralentir, de ressentir du plaisir quand même au début quand on mange, hein, même si c'est juste les 2 premières bouchées, de s'anesthésier, momentanément, d'obtenir quelques minutes où, ben, on est dans une bulle, on a quelques minutes, de répit, et biologiquement, tout ça, réellement, ça a du sens. Ça a du sens, et ça nous permet, vraiment de désaturer momentanément un système nerveux, qui n'en peut plus, qui est, au bord de l'implosion ou de, l'explosion. Je sais pas exactement quel terme utiliser, mais je pense que voilà, jusqu'ici, vous me suivez, et la nourriture, eh bien, temporairement, elle permet, d'apporter tout ça, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'entends très souvent, hein. Bah, quand je mange, mon cerveau, en fait, il s'arrête enfin. J'arrête de penser à tout, je peux enfin respirer, et tout ça, ça fait sens, et c'est souvent le signe d'un système, nerveux, d'un système psychique qui est, clairement à bout, et le problème, c'est vraiment ce que je martèle, dans mes propos, ce que je martèle dans ma formation, le problème, en fait, c'est pas du tout la nourriture. La nourriture, c'est une tentative, de solution, qui ne nous convient pas, puisque si elle nous fait souffrir, mais qui est, une solution qui est intelligente, intelligible et souhaitable, puisque à ce moment-là, on en a, vraiment, besoin. Et pour moi, toutes les méthodes qui s'attaquent uniquement, aux symptômes, bah, en fait, échouent, puisqu'on va s'intéresser qu'au comportement, alimentaire, et on oublie ce qui génère, le comportement alimentaire. Alors même si, là, mes propos, ils vont être, réducteurs, puisque je parle des idéaux exigeants, uniquement, et alors que, bah, ces idéaux exigeants sont à prendre, bien évidemment, dans un contexte, personnel, qui est bien plus vaste, hein, quand on parle de cartographie clinique de ce que vit, la personne, eh bien, les idéaux exigeants sont une partie de la cartographie. Il y a bien évidemment, plein d'autres éléments à prendre en considération qui s'auto-alimentent, hein. On peut imaginer, les rouages, vous voyez les roues là, les rouages qui s'entremêlent pour faire marcher, une montre, eh bien, les idéaux exigeants, font partie d'un rouage qui sont à vraiment à intégrer dans un écosystème, beaucoup plus vaste. Et donc, je reprends mon propos, s'attaquer uniquement, au comportement, aux symptômes qui est le fait de manger, eh bien, en fait, va vous faire échouer. C'est là où, toutes les méthodes, miracles, coaching en tout genre, les régimes et cetera, ne fonctionnent pas, puisque en fait, on va chercher à supprimer avec ces méthodes-là, les pulsions alimentaires, ce qu'on pourrait appeler des grignotages, permanents, compulsifs, voilà, des comportements alimentaires, pourraient qui paraissent, inadaptés, à la personne, qui les vit, ou en tout cas qui génèrent, de la souffrance. Et tout ça, ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, si on enlève cette soupape, ben,
sans transformer ce qui met le système sous pression, il y a quelque chose d'autre qui va finir par apparaître ou alors tout simplement, bah, ça va tenir, un temps puisqu'on va être dans un contrôle, inédit et il y a un moment donné, ça va exploser parce que le problème de fond, eh bien, il reste intact. Ce sont des idéaux, des pensées qui sont, irréalistes et irréalisables. C'est de la rigidité, de la culpabilité, comme je disais tout à l'heure, de la surcharge mentale et c'est ce sur quoi il va être, important, d'aller travailler puisque sinon, bah, le système nerveux continuera à aller chercher des stratégies de régulation parce que c'est une question de survie. Donc c'est pour ça que le travail doit être vraiment, profond, multifactoriel et bien pensé. Il ne s'agit pas du tout ici de mieux manger, il s'agit de transformer complètement notre manière d'appréhender, le monde, d'appréhender le regard à soi, nos croyances, nos exigences, notre relation, aussi, aux émotions bien évidemment, la perception de notre corps, de notre sécurité intérieure. Et pour ça, il s'agit de sortir d'un peu de cette, tyrannie, intérieure, qu'on peut vivre, au quotidien en, en appréhendant, en commençant un travail, alors un travail en autodidacte ou un travail thérapeutique pour, progressivement assouplir, pour trouver de la nuance, pour trouver de la flexibilité dans nos croyances, dans nos exigences, dans nos fameuses pensées automatiques d'«il faut, je dois» qui peuvent être vraiment, rigides, qui peuvent nous amener à contrôler, tous, nos faits et gestes, notre, environnement, pour apprendre à ralentir, à ressentir, à accueillir, à habiter son corps différemment, à identifier ses besoins réels, à sortir du tout ou rien et à exister autrement que dans cette, quête de la performance permanente qui est vraiment l'adage, de notre société et tout ça, bien évidemment, ça se travaille de manière, multifactorielle avec la pleine présence, avec la restructuration, cognitive, avec, la reconnexion, à nos sensations profondes quand c'est possible, hein, parce que c'est aussi, de la thérapie d'exposition et attention à ne pas s'exposer trop vite à ces sensations, corporelles. Tout ça, ça se fait de manière, ça se fait de manière, pardon, très habile et tout ça, ça se fait, de manière, aussi, progressive. La première étape pour moi, pour travailler sur les idéaux exigeants, serait d'aller travailler, tout simplement sur, bah, ces pensées automatiques, de commencer à les remettre en question. Parce que bien souvent, ces idéaux exigeants, c'est «il faut, je dois» quand ils apparaissent, bah, en fait, on fusionne avec eux, on y croit et puis, on y va, à fond les ballons et la première étape serait de commencer à les remettre en question, de regarder comment, les gens autour de moi vivent. Comment est-ce qu'un tel ou une telle qui vit la même situation que moi, eh bien la vit, l'appréhende, quelle lecture de la réalité il a? Finalement, on vit, peut-être la même situation ou des situations analogues et pour autant sa façon d'interpréter, d'analyser, la réalité peut être différente de la mienne et c'est vraiment, le b.a-ba de la restructuration cognitive, commencer à faire émerger des pensées qui sont, alternatives, même si on n'y croit pas à 100, bah, voilà, elles existent. On y adhère peut-être à 30 et ces 30 vont commencer à nous permettre d'acquérir de la flexibilité mentale. Tout ce travail-là sur, la restructuration cognitive se font à travers, plein d'outils, hein, qui coexistent. L'outil le plus connu, en général, c'est une colonne, enfin c'est un tableau qui s'appelle, les colonnes de Beck, enfin la fiche de Beck, qui est, attrait aux thérapies cognitives et comportementales. Mais il existe en réalité plein d'autres moyens, de restructurer, petit à petit ses pensées, de défusionner, de les remettre, en question et c'est vraiment tout, le travail que, bah, je vous invite à faire, que ce soit en thérapie, que ce soit, en formation, que ce soit à travers vos lectures ou à travers, les outils, que je vous propose et ça marche. Bien évidemment, ça marche à force, de répétition et de voilà, de répétition et de réflexion. On n'est pas, responsable du tout, de sa personnalité, mais on est responsable de, la faire, évoluer ou en tout cas, c'est une des, magnifiques, opportunités que nous avons en tant qu'être, humain.
J'espère, très sincèrement, que cet épisode, vous a plu et je vous invite à, me partager vos ressentis sur, les réseaux sociaux, à noter cet épisode, pourquoi pas. À laisser, un commentaire, à m'écrire un message. C'est vraiment hyper important, pour moi d'avoir, vos retours, parce que quand je tourne ces épisodes, bah, je suis seule derrière mon ordinateur. Je vous imagine m'écouter et savoir que vous m'écoutez me ferait le plus grand bien. Voilà, bah, je vous dis, à très vite en tout cas en cas de tracas et je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.